On commence par une carte. Pas celle des brochures touristiques, pas celle des palmiers de Cancun, mais la vraie. La carte du Mexique est en train de se fissurer. Des points de tension apparaissent comme des plaies. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas. Et ça ne s'arrête pas, parce que ce n'est pas une seule guerre. C'est le chaos qui se répand après la mort d'un seul homme. El Mencho, un homme qui, pendant des années, a tenu l'une des organisations les plus brutales sous contrôle. Quand il disparaît, le silence ne revient pas. Ça devient plus bruyant. Les factions commencent à se battre entre elles. Les alliances se brisent. Des villes changent de main en une seule nuit. Et là, on quitte la carte pour descendre au niveau de l'asphalte. Imagine que tu roules sur l'autoroute. L'asphalte garde encore la chaleur de la journée. La radio joue quelque chose de calme, et soudain, tout s'arrête. Devant toi, un camion est en flammes. La route est bloquée des deux côtés, impossible de faire demi-tour. Quelqu'un crie, quelqu'un court. Quelqu'un comprend déjà que ce n'est pas un hasard. Les tirs d'abord isolés, puis en rafale. Les pneus éclatent un par un, délibérément, précisément, sans émotion. Pas pour te tuer, pour t'empêcher de fuir. Parce que la route est devenue un point de contrôle. Pas celui de l'État, celui du cartel. Ce n'est pas une exception. C'est l'effondrement du Mexique 2.0. C'est la nouvelle normalité. Le Mexique après la mort d'El Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, connu sous le nom d'El Mencho. Pour le monde, un baron de la drogue. Pour ses hommes, un commandant. Pour le Mexique, un problème immense. En 2010, il devient le fondateur d'un groupe local, le cartel de Jalisco Nueva Generación, qui se transforme rapidement en l'une des organisations les plus brutales au monde, avec ses propres convois, son armement, sa logistique et des hommes prêts à mourir ou à tuer. Sur son ordre, des villes s'arrêtaient, des routes brûlaient. L'État se retrouvait en situation de guerre, souvent face à un adversaire mieux équipé. Et quand un homme comme ça disparaît, il ne reste pas le calme, il reste l'enfer. Parce qu'El Mencho a construit une structure capable de survivre à sa disparition. Au début de l'année 2026, les forces de sécurité mexicaines, l'armée et la garde nationale, lancent des opérations intensives contre le cartel de Jalisco Nueva Generación. Les cibles sont claires. Laboratoire de drogue, dépôt d'armes, réseau logistique, commandants locaux du cartel. Ce ne sont pas des frappes isolées, c'est une série coordonnée, rapide, précise. Et puis, une information surgit. Pas dans un communiqué officiel, pas lors d'une conférence de presse. Elle circule dans les fuites, sur les réseaux sociaux, via des sources anonymes. El Mencho aurait été tué lors de l'une de ces opérations. Des photos supposées apparaissent, des confirmations venues de canaux non officiels, des commentaires de gens affirmant que c'est la fin. Une belle cérémonie funéraire. Mais le Mexique va comprendre que le problème ne faisait que commencer. Ce n'était pas une réaction spontanée, ça ressemblait à un plan. En quelques heures après l'annonce de la mort, les hommes du cartel passent à l'action. D'abord, les routes. Des camions placés en travers des autoroutes, les pneus criblés de balles. Puis, le feu. Des voitures brûlent, des bus brûlent, des entreprises brûlent. Narcobloqueos. Des blocages qui ne servent pas seulement à arrêter la circulation. Ils montrent qui contrôle réellement le territoire. Ce n'est pas une seule région, c'est une vague. L'ouest du Mexique, surtout Jalisco et ses environs, commence à suffoquer. Les routes s'arrêtent, le transport s'effondre, les villes se ferment, les gens se terrent chez eux, les conducteurs font demi-tour dès qu'ils le peuvent. Ce n'est pas de la panique, c'est de l'expérience. Ils savent ce que ça veut dire. Et puis le chaos atteint des lieux censés être sûrs, les aéroports. Dans la région de Guadalajara, les gens voient la fumée s'élever au-dessus de la ville. Les vols commencent à être retardés. À Puerto Vallarta, les compagnies aériennes annulent des liaisons. Pas parce que la piste brûle, parce que personne ne sait ce qui va se passer dans une heure. La peur s'infiltre dans le système, et le système commence à s'éteindre. En même temps, Internet explose. Des vidéos apparaissent.
un aéroport en feu, des terminaux pris d'assaut, un avion en flammes. Le problème? Une partie de ces images est fausse. Mais ça n'a déjà plus d'importance. L'effet est atteint. Les gens croient que le cartel est partout. Et la peur se propage plus vite que la vérité. Et alors, l'État entre en scène. Pas calmement, en mobilisation totale. D'abord, l'armée. Des milliers de soldats sont déployés dans l'État de Jalisco. Des colonnes militaires entrent dans les villes. Des véhicules blindés apparaissent. Des patrouilles armées. Des points de contrôle sur les routes. Ça ne ressemble plus à une opération de police. Ça ressemble à la stabilisation d'une zone de conflit. En parallèle, la Guardia Nacional agit. Leur mission? Sécuriser les routes, rouvrir les axes clés, rétablir la circulation. Mais rien n'est simple. Chaque route dégagée peut être rebloquée 1 heure plus tard. Dans les airs, des hélicoptères. Reconnaissance, transport, pression. L'État essaie de reprendre de la visibilité, parce que le plus grand problème, ce n'est pas seulement la violence, c'est la perte de contrôle sur ce qui se passe réellement. Le gouvernement envoie aussi un signal vers l'extérieur. Les ambassades alertent leurs ressortissants. Message: restez sur place, évitez les déplacements. Le tourisme s'arrête, les vols sont annulés. L'économie commence à ressentir quelque chose qu'on ne voit pas sur les vidéos. La peur des investisseurs et des gens. Mais il y a un problème. L'État réagit et le cartel ne s'arrête pas. Le cartel de Jalisco Nueva Generación ne combat pas de manière linéaire. Il n'y a pas de front, pas de bataille unique. Il y a des frappes rapides, locales, dispersées. Et avant que l'armée n'arrive, ils ont déjà disparu. Pendant des années, le cartel a développé son arsenal et son équipement, au point où l'État se retrouve face à un adversaire presque à son niveau. Ce ne sont pas des types avec un pistolet glissé à la ceinture. Ce sont des colonnes, des pick-up équipés de mitrailleuses, des monstres blindés, des armes qui ne devraient pas exister en dehors de l'armée. Ça ne ressemble plus à un cartel. Ça ressemble à une armée sans drapeau. Tout commence avec des choses simples. Des pick-up, le plus souvent des Toyota Hilux, Ford F-150, Chevrolet Silverado. Bon marché? Non. Mais accessible, fiable, parfait pour des actions rapides. À l'arrière, une mitrailleuse, un tireur, des munitions. Et tu as une unité de feu mobile. Quelques véhicules comme ça, et tu contrôles une route. Puis arrive le calibre supérieur, les narcotanks. Des engins artisanaux, mais loin d'être primitifs. Plaques d'acier, portes renforcées, meurtrières, tourelles pour armes. Souvent construits sur des camions, des SUV, des pick-up. Coût de quelques dizaines de milliers jusqu'à 200 000 à 300 000 $ l'unité. Ce n'est pas un bricolage de garage, c'est un investissement. L'armement n'a rien de deux rues. Fusils d'assaut, mitrailleuses, lance-grenades. Et ce qui change vraiment les règles, des fusils de précision de gros calibre. Des armes capables de percer des véhicules, de détruire des protections, d'éliminer des cibles à des centaines de mètres. Là, le jeu change. Mais la vraie rupture vient du ciel. Les drones et la réponse à ces drones. Du matériel anti-drone. Des systèmes de type HDJS Jammer. Brouillage du signal, prise de contrôle, neutralisation. Coût de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars par unité. Le cartel ne se contente pas d'utiliser des drones, il apprend aussi à les neutraliser. Mais le matériel, ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est la logistique. Carburant, munitions, pièces, hommes. Ça fonctionne comme une entreprise. Chaîne d'approvisionnement, entrepôt, distribution. Sans ça, même le meilleur fusil n'est qu'un morceau de métal. Alors comment obtiennent-ils du matériel qui ressemble à celui de l'armée? Et pourquoi personne n'arrive à l'arrêter? La plus grande source, les États-Unis. Pas des dépôts militaires, pas un marché noir de films, des magasins d'armes légaux. Des armes achetées par des straw buyers, des personnes sans casier judiciaire,
qui achètent légalement pour ensuite revendre au cartel. Ensuite, les armes passent la frontière vers le sud, en pièces détachées ou entières. On estime qu'une grande partie de l'armement utilisé par les cartels vient des États-Unis. Et c'est là tout le paradoxe. Mais ce n'est pas la seule voie. Il y a aussi le marché noir classique, l'Amérique centrale, les anciens conflits armés, les vieux stocks d'armes. Là-bas, on peut acheter fusils, lance-grenades, munitions, sans question, sans document. Et puis, il y a encore autre chose, le plus dérangeant. Les armes venant de l'État lui-même. Les cartels les obtiennent en attaquant des convois, en s'emparant de dépôts, grâce à la corruption. Et maintenant, imagine un pays avec des centaines de milliards de dollars et une organisation qui en a des dizaines. La logique dit « l'État gagne ». Mais ce n'est pas une histoire de logique, c'est le Mexique. Sur le papier, c'est un cartel. En réalité, c'est l'une des organisations les plus riches et les plus brutales au monde. Des revenus estimés entre 8 et 20 milliards de dollars par an. Mais cet argent ne vient pas de nulle part. C'est un système. La drogue, c'est la base. Fentanyl, méthamphétamine, cocaïne, entre 5 et 15 milliards de dollars. C'est le cœur. Sans ça, le cartel n'existe pas. Le trafic d'êtres humains. La frontière est un business. Des milliers de personnes, des frais de plusieurs milliers de dollars chacun, entre 1 et 3 milliards. Le vol de carburant. Les oléoducs deviennent des distributeurs automatiques, entre 0,5 et 2 milliards. Les extorsions. Chaque business paye, magasins, restaurants, transports, entre 0,5 et 1,5 milliard. Les enlèvements. Moins d'argent, plus de peur, entre 100 et 500 millions. Autres taxes, contrôle des territoires, impôts sur tout, jusqu'à 1 milliard. Mais le cartel de Jalisco Nueva Generación n'est qu'un joueur. En arrière-plan, tout un réseau. Sinaloa, Gulf, Los Zetas, fragmentés mais toujours présents. Des dizaines de groupes plus petits. Des revenus combinés entre 30 et 70 milliards de dollars par an. Ce n'est plus de la criminalité, c'est une économie parallèle. L'État semble toujours puissant, un budget de 400 à 450 milliards de dollars par an. Sécurité, 40 à 50 milliards. Ça devrait suffire. Ça devrait. Le contraste est là. L'État a plus d'argent, mais doit le répartir partout. Écoles, hôpitaux, systèmes. Des millions de personnes. Le cartel n'a qu'un seul objectif, et c'est cette différence qui détruit le système. L'État dépense des milliards lentement. Le cartel dépense des millions immédiatement. L'État agit par procédure. Le cartel agit par décision. L'État doit être partout. Le cartel doit gagner ici. Ce n'est pas une histoire d'un seul cartel. Ce n'est pas une histoire d'un seul boss. C'est un système. Un système où l'argent circule plus vite que la loi. Où des organisations sans drapeau ont plus d'influence que l'État. Le cartel de Jalisco Nueva Generación n'est qu'un fragment, une tête de l'hydre. Parce que quand tu regardes plus large, tu vois des dizaines de groupes, des milliards de dollars, et un pays qui ne lutte pas contre la criminalité, mais contre sa propre ombre. Et c'est ça le pire, parce que cette guerre ne se gagne pas en un seul coup. Elle ne se termine pas avec la mort d'un homme, parce que quand l'un disparaît, un autre attend déjà pour prendre sa place, avec le même objectif, le même argent, la même absence de règles. Et c'est pour ça que la vraie question n'est pas de savoir si le Mexique va gagner, mais combien ça va encore coûter. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, sans filtre, sans mensonge sur les chiffres et les faits, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne raconte pas des histoires qui finissent bien, on montre celles qui se passent vraiment.